Bonjour à tous, nous sommes avec Aldric Bourgier, le responsable innovation, recherche et développement pour le groupe Babolat. Salut Aldric. Salut. Bon, alors cette fois-ci ce sera plus pour du paddle. Aldric faisant jusqu'à pas si longtemps que ça, principalement de la recherche pour du tennis, pour du ban et de plus en plus pour du paddle. On va en parler maintenant. Quelle est tu m'attendais, hein. Quelle est l'innovation, là comme ça, l'innovation phare de paddle chez Babolat auquel tu penses? Alors, l'une des innovations intéressantes, c'est que cette année, on lance une gamme femmes. Et en fait, sur cette gamme femmes qu'on a derrière nous d'ailleurs, l'une des recherches a été de se dire comment est-ce qu'on peut réfléchir les plans de perçage de manière à ce que les raquettes aillent chercher des compromis nouveaux sur comment je fais un compromis entre la puissance de cette raquette-là et le contrôle de cette raquette-là. Donc ce qu'on a essayé de faire, ça a été de dire, ok, sur l'ensemble du tamis de la raquette, comment est-ce que des zones qui sont habituellement assez peu utilisables ou assez peu utilisées peuvent devenir utiles et efficaces. Donc vous voyez, par exemple, on a un système de perçage, et on travaille beaucoup là-dessus, sur des systèmes de perçage et donc de tamis qui nous permettent justement d'aller chercher des compromis puissance et contrôle de balle qui sont nouveaux. Donc ça fait partie des choses sur lesquelles on travaille beaucoup, par exemple. Alors c'est parti du développement, des innovations. Tu parles de trous. J'ai presque envie de te parler. En ce moment, on en parle. Hein. On parle de trous et aussi on parle des sans trous. Oui, c'est vrai. Alors c'est pas nouveau. Il y a des marques qui avaient déjà mis le doigt dans ce type de raquette. Alors pourquoi un trou? Parce que la réglementation impose qu'il y ait au moins un trou. Exactement. Mais c'est vrai que par abus de langage, on dit sans trou. Est-ce qu'un jour, on verra du coup une Babolat sans trou? Qu'est-ce que ça pourrait apporter en plus ou en moins? Alors, je ne sais pas si on verra une Babolat sans trou très rapidement, je reconnais. En revanche, ce que je peux te dire, c'est que en fait, le trou n'est pas anodin dans une raquette de paddle. À la fois, il permet de gérer justement la manière dont cette raquette elle réagit à l'impact de balle, en quoi en fait la zone, c'est un peu le même esprit que sur le cordage d'une raquette sur une raquette de tennis. Est-ce qu'il y aura une raquette sans trou chez Babolat? Je vais pas le dévoiler aujourd'hui. Voilà. En revanche, ce que je peux te dire, c'est qu'effectivement, la manière dont tu viens faire le perçage sur une raquette de paddle, c'est extrêmement important. Et en quoi c'est important? En fait, c'est à la fois important dans la vitesse de raquette, dans quoi elle est capable de pénétrer dans l'air. C'est pas anodin du tout en paddle. Et ça nous permet aussi d'aller gérer des surfaces de frappe qui ont des compromis, une fois de plus, entre puissance et contrôle de balle qui sont différents. Donc c'est quelque chose vraiment qui est vraiment en étude un peu pointue scientifiquement même d'ailleurs sur la manière dont on vient gérer les raideurs de ces plateformes-là, en fait, de ces plaques. Pourquoi on parle de ces raquettes dédiées aux femmes, mais quelle est la différence de réflexion, technique même, entre une raquette de paddle femme et messieurs? Comme s'il fallait qu'il y en ait une. Alors, est-ce qu'on est obligé d'en avoir une? La réponse est pas forcément évidente. En revanche, nous, ce qu'on a souhaité faire, c'était aller accentuer un certain nombre des caractéristiques pour les femmes qu'on avait identifiées dans l'observation au jeu. Et en particulier, on avait des vrais sujets autour de la maniabilité des raquettes, leur poids. Et donc, ce sont des raquettes qui sont un petit peu moins épaisses que nos raquettes de référence multi. Combien de millimètres? 36. 36 contre 38. Voilà. Et du coup, avec ce système de perçage là, sur lequel on a posé un brevet d'ailleurs de micro-perforation. Et du coup, c'est toujours une histoire, une fois de plus, de compromis, c'est-à-dire qu'on a identifié qu'on avait envie et besoin de leur proposer une raquette avec une maniabilité, un contrôle de balle qui était vraiment nouveau par rapport à une raquette moins épaisse, mais quand je vois cette raquette, elle me fait presque penser à des raquettes de beach. Je dis bien presque, mais c'est vrai que n'empêche 38 et 36, et on le voit, hein, vous le voyez peut-être vous à l'écran, c'est quand même moins épais, gain de matière, donc gain de poids, donc plus malléable, mais en même temps, est-ce qu'on y perd quelque chose aussi dans cette affaire? Parce que j'imagine que quand plus c'est large, plus c'est... Ouais, alors sur la puissance, tu peux avoir des discussions sur la puissance, et encore, en fait, la puissance, tu es capable aussi de la gérer à la fois avec des plans de perçage et des matériaux à l'intérieur qui sont un petit peu différents. Donc, une fois de plus, tout ça, c'est une affaire de compromis, en fait. On n'est jamais à l'argent. Tu peux pas te dire, aujourd'hui, le vrai nerf de la guerre, c'est que tu peux pas te dire, je veux la raquette la plus confortable, la plus maniable, la plus confortable du monde et la plus puissante du monde. C'est impossible.
C'est impossible, et puis en fait, c'est pas très rigolo ça. Et quand on lit, parfois on lit des descriptions, pardon, je vais les autotitiller, 100% contrôle, 100% puissance. Bon, on a le droit de rire? On a le droit de rire, mais c'est pas grave, ça fait partie du jeu. Okay. Le jeu de paddle est autour de ça. Ah, oui, on se marre, d'accord? Tout va bien. Okay. Tout va bien. Tout va bien. Alors, on a parlé des trous. Est-ce que il y a d'autres technologies qui sont travaillées par Babolat? Et je pense notamment à une technologie, tu le sais, c'est le paddle elbow. Aujourd'hui, c'est peut-être l'un des freins, en tout cas l'un des problèmes de ce sport, parce que les gens tiennent mal leur raquette. Souvent, il y a une bonne partie du problème parfois qui peut se résoudre juste parce qu'il faut bien se tenir une raquette. Mais bon, parfois, il y a aussi quelques fragilités. Et qu'est-ce qu'on fait pour ces gens qui ont parfois mal au poignet ou mal au coude? Alors, en fait, ce qu'on peut faire, c'est aller chercher des matériaux qui soient différents. Nous, en fait, on travaille aussi sur des mousses qui peuvent être un petit peu différentes ou des matériaux naturels, et on utilise aussi des matériaux amortissants en fait, qu'on met à l'intérieur des structures. Le sujet sur lequel tu dois toujours être attentif, c'est que si l'amortissement, il y a du bon et du mauvais amortissement en fait. C'est-à-dire que tu peux avoir un amortissement de jeu de raquettes, de raquettes qui soit en fait destructeur de sensations. Et ça, il faut extrêmement être vigilant à ça. C'est-à-dire qu'il y a des matériaux qui te permettent de garder un bon ressenti à la frappe de balle, qui te permet de sentir la balle, mais en même temps qui te préserve le bras, qui te préserve du tennis elbow. Donc toute la science, c'est d'être capable justement de faire, là encore, c'est une histoire de compromis, d'aller chercher le matériau au bon endroit, c'est ce qu'on fait. On met des matériaux spéciaux dans la construction de la raquette, mais sans couper non plus la sensation et le feeling que tu as à la frappe de balle, parce que ça c'est extrêmement important, ça fait partie du jeu et du match, quoi. Quand on dit qu'il y a juste de la mousse, Eva, Ouais. etc., en fait non, il n'y a pas que. Il y a aussi d'autres matières qui viennent un petit peu comme une recette. On va y assaisonner des choses pour rendre une raquette, pour reprendre tes mots, qui vont amortir, Ouais. qui vont permettre Ouais. d'avoir trop de vibrations. C'est de ça dont on est en train de parler. On est en train de parler de ça. En fait, une raquette, c'est un compromis entre deux choses très importantes. La manière dont elle est designée, donc son shape, Ouais, voilà, ouais. c'est pas du tout anodin. Ça nous permet d'aller placer ce qu'on appelle le sweet spot à des endroits différents en fonction des choix qu'on fait de shape de raquette. Ouais. Donc ça, c'est la première chose qui est très importante. Sweet spot, zone d'impact, hein, il peut être très localisé. Ça veut dire que si on boise, on boise vraiment et il n'y a pas vraiment de tolérance. Exactement. Et puis plus le sweet spot est large, plus il y a une zone de tolérance importante. Exactement. Et la deuxième chose qui nous permet de régler une raquette de paddle, c'est ce qu'on appelle la construction, c'est-à-dire les matériaux que tu utilises dedans. Il y a certes la mousse qui en fait une partie, mais la grosse partie de la construction d'une raquette de paddle est faite avec des matériaux composites entre du verre, du carbone et des matériaux additionnels qu'on vient mettre justement pour gérer les vibrations. Est-ce qu'il y a un matériau, un seul, qui aujourd'hui peut faire la différence justement sur les raquettes de paddle? Est-ce qu'il y en a un en particulier qui a déjà fait ses preuves et celui-ci, limite on en mettra plus la prochaine fois parce que… Nous on est à la recherche de matériaux effectivement qui vont nous permettre de gérer des amortissements, et on aime bien aussi mixer ça avec des matériaux naturels. Ça veut dire quoi, matériau naturel? Ça veut dire quoi? naturel produit par la nature. Donc Des aujourd'hui, plantes, des plantes. Donc par exemple, la fibre de lin aujourd'hui dans les matériaux composites est de plus en plus utilisée parce qu'en fait ses caractéristiques montent d'année en année, et on est capable de mieux comprendre la manière dont elles s'utilisent. Et la fibre de lin par exemple je pense, un matériau d'avenir, moi j'y crois vraiment, et qui est capable justement à la fois de gérer cette raideur et cet amortissement. C'est intéressant. La fibre de lin, matériau d'avenir. Allez, pour terminer, la prochaine technologie, entre nous, on est entre amis, la prochaine technologie qui va faire fureur chez Babolat, allez, on va dire, parce qu'on sait très bien, chez Babolat, on anticipe 1, 2, 3 ans même. Donc forcément, vous êtes en train de travailler sur des choses. Sur quoi? Je ne vais pas répondre à cette question, bien sûr. Mais ce que je peux vous dire, c'est que cette voie des matières naturelles et plus respectueuses de l'environnement, évidemment que ça nous occupe beaucoup. Ce sera le mot de la fin. Merci beaucoup, Aldric. Merci.